Merci Kitsu, et je vais aussi moi-même remercier Romaric et Clarisse pour nous accueillir ici. Et Clarisse, je vais la remercier une deuxième fois aussi, parce qu'en fait, si on a travaillé ensemble avec Kitsu, c'est grâce à elle. C'est elle qui nous a mis en contact, et quelque part, finalement, ce qu'on va expliquer un peu aujourd'hui, c'est le fruit de cette rencontre dont elle est l'origine. Donc, merci deux fois. Évidemment, je remercie aussi Kitsu parce qu'elle m'a beaucoup accueilli, c'est même plus qu'un accueil, elle m'a fait participer intégralement depuis l'origine au développement de spectacles que vous pourrez voir ce soir. Et ça a été une vraie découverte pour moi. Je vais situer un petit peu mon profil peut-être et mes recherches pour vous aider à comprendre la position un peu particulière que j'avais par rapport à son travail. D'abord, je ne suis pas du tout quelqu'un qui était versé dans les domaines de la danse, de la chorégraphie et de la scénographie. Mon domaine à moi est beaucoup plus celui de l'image et du cinéma. Et mes recherches, au moment où j'ai rencontré Kitsu, qui sont d'ailleurs toujours d'actualité, portaient sur un dispositif de prise de vue, l'élaboration d'un dispositif de prise de vue qui est spécifiquement dédié à l'animation image par image, ce qu'on appelle la stop motion. Je vais peut-être vous montrer, avant d'expliquer un peu en quoi consistait ce que je faisais à ce moment-là, un exemple très connu et classique de la stop motion. Là, en l'occurrence, c'est une petite séquence de répétition d'un film que vous connaissez sans doute qui s'appelle Coraline. C'est un des animateurs qui fait cette démonstration. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, on anime une petite marionnette image par image et on donne le sentiment qu'elle est vivante grâce à ça. Et ce dispositif permet en fait de générer des parcours, des mouvements de caméra de façon fluide pour l'animation image par image. Et donc, et là je m'adresse un peu aux nombreux étudiants qui sont dans la salle, j'ai donc développé un robot, hein, on en a vu un beaucoup plus complexe tout à l'heure, le mien est plus modeste, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est une mécanique qui est contrôlée par ordinateur et qui permet de faire progresser par des moteurs de façon très précise dans l'espace un appareil photo qui va prendre ces images une par une pour de l'animation en studio. Et c'était un peu ça qui était intéressant, c'est que moi je suis habitué à des tournages sur des tout petits plateaux, sur des toutes petites maquettes, sans aucun vrai acteur, mais avec des petites marionnettes, et pas du tout à des grandes scènes comme celle qu'on a là par exemple, et à travailler avec des danseuses ou des acteurs. Et ce qui m'a intéressé, c'était justement, finalement, c'était une interrogation parce que je n'avais pas la moindre idée de ce que ça pourrait donner, qu'est-ce que ce dispositif pourrait apporter à Kitsu pour l'élaboration de son projet. Et, alors, dans la stop motion, il existe un créneau un peu particulier qui consiste non pas à filmer des marionnettes, mais à filmer quelque chose qui se passe en temps réel. On appelle ça le time-lapse. Je montre là aussi un extrait qui est emprunté à un film que les étudiants ont vu il n'y a pas très longtemps à l'université, au département de l'université de Valenciennes, qui est Koyanis Katsi, qui est un film qui comporte énormément de séquences de ce type et qui montre un peu l'effet que peut donner la prise de vue image par image quand on filme quelque chose qui se déroule en temps réel. Et il s'agissait pour moi d'essayer de voir d'abord comment le dispositif se comportait sur une vraie scène et d'autre part quel type d'image, qu'est-ce que ça pouvait montrer de particulier de l'élaboration du spectacle qu'était en train de concevoir Kitsu. Donc tout va très vite hein, en time-lapse, ce qui peut prendre des heures est résumé en quelques secondes. Et on a une espèce d'effet de contraction du temps très très forte. Alors, ce robot, je vais vous montrer un tout petit peu. Alors là, je le dis pour les étudiants parce que très souvent, on voit des prototypes finis. Je vais vous montrer un peu quand même d'où ça part au début parce que ça fait partie de projets qui sont en cours d'élaboration à l'université. Ça fait partie aussi du process normal d'élaboration des choses, c'est-à-dire qu'on part de prototypes très modestes, très simples. Là, je vous montre la toute première version qui va vous amuser. C'est vu du dessus. Et c'est en fait des récupérations de pièces depuis un scanner, hein, avec les rails, le petit plateau et les moteurs qui le permettent de contrôler normalement ce qui scanne vos documents et sur lequel on a posé simplement une caméra. Et ça permet de valider des idées, ça permet de
percevoir un certain nombre de difficultés par rapport au poids de l'appareil photo, par rapport à la précision requise, par rapport à tout le système de contrôle. Et donc, au fur et à mesure des différents prototypes, on élabore, on construit, on complexifie. Là, vous voyez la deuxième version, donc un peu plus, toujours assez rustique, hein, mais un peu plus élaborée que la première, et qui permettait, là, uniquement de faire des travelling, uniquement de faire avancer la caméra. Et puis, ce robot, en se développant, sur plusieurs points, d'abord sur la précision, sur le nombre d'axes de liberté. Donc là, je vous ai montré la deuxième version qui permettait uniquement de faire des travelling. La plus récente permet, je vais essayer de trouver une image qui est plus parlante. On va plutôt, voilà, celle-ci parlera plus. Là, on a 3 axes de liberté, le travelling, et puis les 2 axes de rotation pour le panoramique latéral et vertical. Et donc, c'est ce robot-là qui a été utilisé pour filmer les évolutions des 2 danseuses, de Jeanne et Pauline, pendant les répétitions. Et le résultat, que je ne vous montrerai pas, j'expliquerai après pourquoi, le résultat a été un petit peu surprenant, un peu déstabilisant, parce que, bon, d'abord, il a fallu éprouver un certain nombre essayer de dépasser un certain nombre de difficultés. Le mouvement que fait le robot doit être programmé à l'avance dans l'ordinateur, alors que le spectacle étant par définition vivant, il n'est pas programmé, les 2 danseuses ne sont pas parfaitement toujours au même endroit, au même moment. Donc il a fallu régler toute une série de problèmes comme ça qui ne m'étaient jamais apparus sur mes petites maquettes avec mes petites marionnettes. Et les images qui ont été produites étaient des images un peu surprenantes, un peu déstabilisantes, en ce sens que disparaissait complètement la fluidité du mouvement. Forcément, puisqu'il ne s'agit pas de filmer en accéléré. Je veux dire que ce n'est pas une prise de vue en continu qui ensuite est accélérée pour donner un effet de vitesse. C'est un peu différent. On prend une photo de temps en temps. Et donc, on a un rendu visuel de la chorégraphie des 2 danseuses qui est complètement syncopé. On a finalement des extraits de moments et pas quelque chose de continu du tout. Donc on avait quelque chose de très désarticulé, de très syncopé, et qui n'était pas d'ailleurs sans rappeler, avec parfois des moments presque un petit peu burlesques, qui ne sont pas sans rappeler le cinéma des premiers temps. Vous voyez Charlot qui marche très vite, parce que la prise de vue était à l'époque à 15 images et qu'on projette aujourd'hui à 25, ce qui fait une accélération. Donc ça rappelait un peu cet aspect-là, mais surtout, ça a produit un renversement un peu paradoxal, mais que j'ai trouvé très intéressant, et qui, je crois, a fini par inspirer un peu Kitsu, ça sera à elle de le dire, qui est que, d'habitude, filmer des petites marionnettes en stop-motion, image par image, permet de donner le sentiment qu'elles sont vivantes. Ça permet d'humaniser des marionnettes, si vous préférez. Or, filmer Jeanne et Pauline, les 2 danseuses, en stop-motion, donnait l'impression que ça devenait des marionnettes, complètement désarticulées et avec des mouvements un peu incohérents. En d'autres termes, il y avait une forme de renversement entre ce qui se passait sur un plateau de stop-motion et ce qui se passait sur la scène. Et ça m'a conduit à me rappeler d'un texte que vous connaissez sans doute, parce qu'il est relativement connu, un texte d'Heinrich von Kleist, à propos du théâtre de marionnettes. Donc je vous lis un petit extrait, alors je vais faire un peu vite, j'en avais prévu un peu plus, je vais être plus synthétique, mais qui, je crois, est assez révélateur de la relation que les marionnettes ont à la gravité, de la relation particulière. Il s'agit donc d'un homme qui rencontre un danseur, et ce danseur assiste à un théâtre de marionnettes, et le promeneur s'interroge sur l'intérêt que peut avoir un spectacle de marionnettes pour un danseur. S'ensuit un dialogue entre les 2 hommes, et à un moment donné, le danseur explique au promeneur la chose suivante. De plus, dit-il, ces poupées ont l'avantage d'être antigravitationnelles. L'inertie de la matière, ennemie impitoyable de la danse, leur est indifférente, car la force qui les élève dans les airs est supérieure à celle qui les tire vers la terre. Songez à notre bonne G. Que ne donnerait-elle pas pour être plus légère de 60 livres ou pour être portée par une puissance équivalente lorsqu'elle effectue ses entrechats et autres pirouettes? Les poupées, comme les elfes, n'ont besoin du sol que pour l'effleurer et freiner un instant l'élan de leurs membres, ce qui les relance de plus belle.
Le sol est au contraire pour nous une nécessité absolue. Nous devons nous reposer et souffler après l'effort. Ce moment à y regarder de près ne fait pas partie de la danse et l'on ne peut rien en faire que de l'escamoter au mieux. Et donc, c'est de cette façon, je crois, mais là encore c'est à Kitsu de le dire, finalement, ça a fait émerger cette idée de, mais là je vous en laisserai juger aussi si vous regardez le spectacle ce soir, d'intégrer cette dimension de marionnette vers l'utilisation des cordes, des guindes, de certains éléments de la chorégraphie même, qui donne justement, contribue à cet effet, à cette impression de légèreté. Bon, il faut aussi être juste, hein, qui est incroyablement renforcée par, et j'insiste sur le mot, la virtuosité des deux danseuses. En ce sens, virtuosité au sens fort, c'est-à-dire qu'elles font quelque chose d'éminemment compliqué, et pour le spectateur, ça a l'air facile. Et donc, cette impression de légèreté, qui est évidemment qu'une impression, mais qui est très forte, est aussi fortement amenée par la capacité de Jeanne et Pauline à tenir des équilibres sans en avoir l'air. Alors ça, c'était pour la partie qui était davantage sur l'accompagnement de l'élaboration du spectacle et ce que j'ai peut-être, j'espère, pu apporter à Kitsu. Et puis il y a un deuxième aspect qui m'a beaucoup intéressé dans cet accompagnement et puis qui s'est un peu parachevé hier soir parce que j'ai eu la chance d'assister à la générale et donc de voir de façon complète un spectacle que je n'avais vu qu'aux répétitions par morceaux et pas dans sa cohérence du coup. C'est que vous verrez que Kitsu utilise beaucoup l'image aussi. Alors, pour une raison importante, qui est qu'une partie de ce qu'elle fait ne peut pas être fait sur scène. Quand elle fait faire des évolutions aux deux danseuses dans une piscine, ça, c'est difficile d'emmener le public sous l'eau avec elle pour prendre part à la chorégraphie. Donc, les images projetées permettent de montrer le travail de l'élaboration et de la façon dont la chorégraphie s'est transformée au fur et à mesure que les deux danseuses traversaient des états de gravité différents. Donc le spectacle donne à voir évidemment l'aboutissement de cette chorégraphie, mais également son histoire et son évolution à travers ces images projetées. Simplement, et ça me paraît très important, la façon dont elle utilise ces images est une utilisation volontairement, je crois, très fragmentée, à la fois dans le sens spatial, parce qu'elle nous montre des morceaux, souvent des gros plans d'ailleurs, sous des angles de caméra d'ailleurs qu'on ne peut pas avoir sur une scène, vu du dessus, vu dans une piscine, etc. Et ce morcellement est à la fois spatial, donc temporel, puisqu'il nous donne à voir ce qui s'est passé à différents moments, en extrayant quelques instants. Et tout ça est projeté sur des cadres qui sont eux-mêmes dédoublés, qui sont mobiles. Et donc, il y a une forme de diffraction de l'utilisation de l'image qui rappelle beaucoup l'utilisation qu'en faisait un réalisateur assez peu connu, il faut bien dire, je crois, Artavas Pelekian, qui est un réalisateur arménien. Alors, évidemment, ce sont je veux dire, ce que fait Pelekian et ce que fait Kitsu sont des choses assez différentes, mais l'utilisation du fragment du fragment d'images cinématographiques qui font tous les deux aboutit de façon commune à une sorte à extraire, à faire transpirer la dimension poétique de l'image. Kitsu ne montre pas une image au sens documentarisant du terme. Il ne s'agit pas simplement de montrer ce qui s'est passé, il s'agit de lui donner aussi une texture particulière qui s'allie, qui se mélange à la chorégraphie qui est montrée en temps réel. Et cette fragmentation, justement, ce jeu sur le fragment, permet de nous plonger dans une dimension de l'image qui n'est pas celle de l'archive, au sens classique, qui n'est pas celle du documentaire. D'ailleurs, je rejoins sur ce terrain-là ce que disait Serge Danet, c'est que le documentaire est véritablement une catégorie totalement fourre-tout, qui ne veut pas dire grand-chose en définitive,
mais de vraiment donner à l'image sa dimension assez fantasmagorique, fantasmatique, et de plonger le spectateur dans une forme ni de fiction, ni d'archive, mais de retracer une expérience qui est beaucoup plus sensuelle que de l'ordre du témoignage, du simple témoignage en l'occurrence. Alors, c'est pour toutes ces raisons que travailler avec Kitsu m'a beaucoup intéressé, à la fois pour cette dimension très différente et neuve pour moi, qui était d'accompagner un spectacle de chorégraphie et de participer un peu à son élaboration, et d'autre part aussi pour me décentrer, et je pense que je ne serai pas le seul d'ailleurs, j'en reparlerai après, pour me décentrer de ce qui était finalement mon objet de recherche classique et exclusif, qui était le cinéma, avec tout le processus et le dispositif particulier qu'il impose d'un cadre fixe, les cadres ne sont pas fixes avec Kitsu, d'un spectacle qui est uniquement dédié à l'image, alors que là il est mixte, il est hybride, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup apporté. Et je pense que pour le spectateur, ce sera aussi quelque chose d'assez particulier, et je finirai sur ça, si je n'ai pas été trop long, qui est que on ressort de ce spectacle, c'est la sensation que j'ai eue hier soir, et j'espère que c'est celle que vous aurez, vous aussi. On ressort finalement de ce spectacle, alors d'abord peut-être un peu plus léger, en tout cas assez rêveur, et effectivement, je suis tout à fait d'accord sur cette idée que le rêve est peut-être ce qui nous approche au plus près de l'impression de non-gravité. Et c'est un spectacle qui finalement nous décentre quelque peu de nous-mêmes, de l'habitude, des habitudes, c'est même plus des habitudes, de cet inné quasiment qui est de cet animal vertical que nous sommes tous, de nous décentrer de cette position-là et de nous rendre quelque peu, mais là je reprends presque quasiment mot pour mot du coup le sous-titre de ce 14e cabaret de curiosité, qui est de révéler un peu l'étranger qui est en nous. L'étranger en anglais c'est alien, hein, l'alien qui est en nous donc. Et c'est quelque chose qui est extraordinairement agréable et qui nous fait réfléchir justement mais réfléchir de façon sensuelle, sur cette habitude que nous avons tous, qui est cette gravité, et qui est finalement, qui nous semble évidente et qui finalement ne l'est peut-être pas tant que ça. Voilà, je vous remercie de votre attention et je redonne la parole à Juste pour finir, Nicolas, merci beaucoup. Et je dois dire aussi que moi aussi, la participation de Nicolas à tous nos processus, nos recherches avant l'écriture chorégraphique a été une manière de décentrer complètement mon travail sur des questions plus techniques, plus de réflexion sur la vitesse de l'image, de l'apport de tout ce que Nicolas a pu faire et qu'au fond, je n'imaginais pas avant d'avoir travaillé ensemble. Et donc, ça nous a donné effectivement voilà, plein de pistes, comme l'histoire des marionnettes, mais qui n'était pas prévue du tout. Je me permets une dernière petite précision aussi. Et pour le chercheur intéressé par l'objet cinéma que je suis, il y a aussi des choses qui m'ont beaucoup frappé hier à la Générale. Par exemple, vous verrez le travail de Cyril, qui est le musicien, qui me fait beaucoup penser au cinéma des premiers temps, qui était un cinéma muet, mais pas silencieux, où l'accompagnement musical était très fort et jouait énormément sur la perception qu'on avait de l'image. C'est en plus un travail musical qui est à la limite du bruitage, ce qui là aussi est assez proche d'un certain nombre en tout cas d'un certain travail sur le son au cinéma. Et puis également de Do Brunet, qui était celle qui a filmé un certain nombre d'images que vous verrez au spectacle ce soir. Et je trouvais amusant et très intéressant et révélateur que Kitsu fasse appel à une cadreuse qui est une ancienne danseuse. Polanski exige que ses cadreurs aient la même taille que lui, parce que de cette façon, il sait que le cadreur cadrera comme lui voit les choses, à la même hauteur. Eh bien, j'aurais tendance à dire que Kitsu fait pareil, sauf que ce n'est pas une question de hauteur, c'est une question de sensibilité. Et je pense que c'est assez révélateur. En tout cas.